Bonjour à tous et bienvenue sur Ma vie de chercheur, le jeudi de la recherche paramédicale du GIRC Grand Ouest, du réseau recherche et innovation paramédicale. Aujourd'hui, on accueille Axel Di Vittorio, qui est kinésithérapeute au CHU de Tours et qui vous présentera son projet de recherche, ses projets de recherche, juste après la petite parenthèse. Donc là, je vais juste intervenir simplement pour vous préciser des points techniques sur le café lecture. Donc, votre participation est en écoute seule, vous ne pouvez pas prendre la parole. Par contre, n'hésitez pas surtout à taper vos questions dans la zone chatée et je les transmettrai à la fin de l'intervention d'Axel. La vidéo est enregistrée, elle sera ensuite diffusée sur YouTube. Si vous prenez la parole, en fait, vous autorisez par conséquence l'enregistrement de cette vidéo et de la diffusion de vos noms, prénoms, fonctions et toute autre donnée que vous communiquerez. Vous avez dans les documents à distribuer, en fait, le détail de l'autorisation d'enregistrement, ainsi qu'une fiche de liste de présence si vous êtes en salle de réunion. Ça serait chouette de remplir la liste de présence pour nous informer qui était présent, ce qui nous permet après de communiquer, de revenir vers vous sur les informations échangées ou s'il y a quoi que ce soit sur les différentes activités du réseau. Et le troisième document partagé est le PowerPoint que Axel a réalisé pour son intervention aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager. Je vais donner la parole à Axel qui va se présenter et présenter son projet. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à Émilie de m'avoir invité sur ma vie de chercheur. Alors là, je suis en train de mettre en route le diaporama. Voilà, on est pas mal. Voilà. Ça, je ne sais pas. Voilà, ok. Voilà, donc une présentation. Tu n'as pas partagé ton écran. Ah, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour partager mon écran, Marie-Jo? Là, c'est bien, là? Non, il n'y a pas de partage d'écran. Ah, ça, c'est la surprise. Il vous faut cliquer sur le petit icône, il y a une icône avec un écran d'ordinateur sur lequel. Tu peux te remettre en mode. Tu veux que je vire le diaporama, non? Oui, je voudrais que tu te remettes. Attends. Je comprends pas. Tiens, remets-toi. Attends. Ok. Dans partage, en haut, il y a partager l'écran. Oui, il faut que tu te remettes, clique dessus, sur le webinaire. Ok. Et alors, regarde. En haut de l'écran, on fait partage. Non, on n'a pas partage. C'est curieux quand même. Je vois pas. Je vois pas, Émilie. Du coup, sur la boîte à outils, il y a partage et vous avez affiché votre écran dans les toutes petites icônes sur le côté. Sur le côté. Partage, afficher l'écran, vas-y là. C'est bon là. Vas-y, appuie. Ah, mais non, c'est là. Regarde. Ok. Voilà, c'est bon, on voit votre écran. Bon, ok. Ça marche. Super, merci. Petit problème technique. Voilà. Ça arrive. Donc là, on est toujours bien là. Très bien. Tu peux mettre un grand écran et ça sera parfait. Parfait, super, merci. Merci, Axel. Parfait. Bon, donc un grand merci, Émilie, de m'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Présentation rapide, je suis masseur kinésithérapeute cadre de santé au CHU de Tours et je vais vous présenter aujourd'hui
en fait ma vie de chercheur. Et en fait, en réfléchissant bien à ce que j'avais envie de vous raconter, ma vie de chercheur s'est plutôt résumée à vous connaissez la revue Martine, enfin c'est du vieux livre ça, Martine fait de la voile, une espèce d'aventure. Et ben en fait la recherche clinique, c'est un peu la même chose en fait. Et donc je m'étais dit Axel fait de la recherche, ça correspondrait mieux finalement comme titre. Et ce que je voudrais vraiment porter comme comment dire comme témoignage, c'est que la recherche clinique, c'est un travail d'équipe. C'est très très important. Euh, toute cette période qui a duré 10 ans, je l'ai partagée avec la direction des soins, la direction de la recherche, la direction des affaires médicales, les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Et ça, c'est très très important. On ne fait pas de la recherche tout seul. Alors le plan, en fait, je vais vous parler en fait de l'étude qui a donné lieu à un PHRIP, Programme hospitalier de recherche infirmier paramédical. Donc je vais vous parler de son historique et je vais vous parler en fait de la création d'un outil de recueil de critères de jugement principal et je ferai un peu la promotion de la création de la cellule d'aide au montage des projets paramédicaux au CHU de Tours. Alors l'étude en fait, ça s'appelle le PHRIP DLMOF. C'est l'impact du drainage lymphatique manuel sur l'œdème post-opératoire de la face et du cou après chirurgie orthognatique. C'est un essai randomisé et j'en ai eu l'idée en 2010. Quel est le contexte de cette étude? Certains patients, finalement, surtout des jeunes, ont les dents du haut qui ne sont pas bien en place par rapport aux dents du bas. Et le traitement d'orthodontie ne suffit pas. Il faut faire appel à un chirurgien qui va avancer ou reculer ou la mandibule ou le maxillaire. Donc, on appelle ça une correction de la disharmonie maxillo-mandibulaire. Vous voyez, il y a 3 techniques principales, une ostéotomie du maxillaire supérieur, une ostéotomie de la mandibule, un geste qui est fait par le chirurgien sur le menton, donc 3 techniques opératoires, et puis après ça, finalement, un blocage maxillo-mandibulaire par élastique quelques jours et des redons dont l'ablation se fait 4 ou 5 heures après l'intervention. Néanmoins, les suites post-opératoires immédiates, c'est un œdème de la face et du cou qui est traité de manière habituelle dans beaucoup de centres en France et dans le monde par du drainage lymphatique manuel. Alors, il y a plusieurs techniques, mais globalement, les physiothérapeutes interviennent après ces chirurgies-là pour espérer, en fait, améliorer la diminution de l'œdème, en tout cas la rendre plus rapide. Alors, effectivement, c'est une technique qui était prescrite couramment par les chirurgiens maxillofaciaux. Le drainage lymphatique manuel, c'est quelque chose qui est validé sur les membres, mais ce n'est pas validé sur le visage et c'est enseigné en formation initiale et surtout en formation complémentaire. Je pense au diplôme universitaire de kinésithérapie maxillofaciale. Et en 2010, il y avait une absence complète de publication sur ce sujet-là. Les objectifs de l'étude de ce PHRIP, c'était d'évaluer l'impact des séances de DLM en termes de diminution de l'œdème. Mais là, quand j'ai voulu m'intéresser aux outils de recueil en fait, qui étaient éventuellement à ma disposition, j'en ai pas trouvé. Pas d'outils de recueil existants. Après, deuxième objectif, évaluer l'impact des séances de DLM en termes d'amélioration du confort du patient, la douleur, la gêne esthétique, la gêne pour respirer, la gêne pour déglutir. Là, j'avais choisi d'utiliser une règle type EVA. Et puis enfin, évaluer l'impact des séances de DLM en termes d'amélioration du bien-être psychique. Et là, il s'agissait de faire passer un questionnaire validé qui est le General Health Questionnaire 28 concernant le bien-être psychique. Donc finalement, avant de démarrer cette étude, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler sur le critère, l'outil en fait de recueil en fait de critères de jugement principal. Donc ça nécessitait 2 études préalables.
qui ont donné lieu à des mémoires de diplôme universitaire. Le premier, qui est la validation d'une technique de mesure centimétrique de la face et du cou afin d'en apprécier les variations de volume, et un autre DU qui a été réalisé par une collègue qui travaillait à l'époque dans le service de chirurgie maxillofaciale, Isabelle Gatien, avec moi, qui était l'évaluation par mesure centimétrique de l'œdème, de la face et du cou de sujets opérés d'une chirurgie orthodontique. Donc on va balayer ça ensemble. L'étude préalable numéro 1, c'est création d'un outil de recueil fiable. Donc là, il fallait valider une technique de mesure centimétrique de la face et du cou. Parce qu'en fait, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on peut faire de l'échographie, peut-être qu'on peut faire du scanner 3D, etc. Tout ceci était compliqué à mettre en œuvre et tout ceci était cher et tout ceci n'était pas fiable à l'époque. Donc, j'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, les reliefs de la peau sont constitués de zones convexes et concaves, ok. Si je mets un mètre ruban sur certaines zones du visage, je vais pas avoir une mesure précise puisque, en fait, le mètre ruban va prendre la tangente en fait, des zones concaves. Et je me suis dit, si je colle un sparadrap sur les zones convexes et concaves et que je mesure après le sparadrap, je risque d'avoir des mesures fiables. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un sparadrap inextensible, collé sur la peau, de faire des marquages au feutre et de prendre des mesures entre ces marquages. Mais tout ça est très bien, mais ça n'est qu'une idée. Quand j'en ai parlé à Julie Léger, qui est la méthodologiste de l'étude, elle m'a dit, bah oui, mais il faut valider la reproductibilité inter- et intra-opérateur. Allons-y, première étude. Donc, on y va. On prend 20 sujets sains, agents hospitaliers ou étudiants au CHU. Les critères d'inclusion, c'était ceux du PHRIP, des hommes, des femmes, 14 à 50 ans, qui ont donné leur accord oral pour participer à l'étude. Et on n'inclut pas les patients qui ont une moustache, une barbe, une peau lésée, des pansements, des allergies, pour avoir une peau saine. Donc, les critères de jugement, les mesures, vous allez les voir après, mais il y avait 3 mesures pour l'étage moyen, 2 mesures pour l'étage inférieur, une mesure pour le cou. Alors, pour l'étage moyen, première mesure, du canthus externe de l'œil jusqu'à la commissure labiale, côté droit, côté gauche, et la troisième mesure, du lobule de l'oreille, en passant au-dessus de la lèvre supérieure, et on retrouve de l'autre côté le lobule de l'oreille contralatéral. L'étage inférieur, lobule de l'oreille, tubercule mentonnier, lobule de l'oreille. Cinquième mesure, lobule. Un repère marqué au feutre avec un gabarit en fait en thermoformable pour avoir toujours la même mesure. Et puis le cou, en fait, voilà, très simplement, très simplement, mais quand même bien codifié pour que les 4 abaisse-langues ici aient toujours la même inclinaison, une mesure au niveau du cou et une mesure circulaire, en fait, de cet œdème au niveau du cou. Donc, on fait un marquage au feutre fin entre les 2 points repérés, décollement minutieux de l'adhésif, on colle à plat sur un papier cartonné et on va identifier la mesure selon le codage. Et ça donne ça, en fait. Vous voyez, donc tout est anonymisé, bien sûr, et on a la première mesure, la deuxième mesure, la troisième mesure, etc. Et là, dans cette étude-là, on s'est amusé, finalement, à valider la reproductibilité interopérateur, c'est-à-dire que moi, j'ai fait les mesures à 9 heures et je les ai refaites à 11 heures. Et puis, on a essayé de valider la reproductibilité interopérateur. Voilà, c'était intraopérateur, ça. Et interopérateur, moi, je les mesure à 9 heures et une collègue l'a mesuré à 9h10. On a recueilli ces mesures à l'aide d'une règle graduée. Ce n'est pas nous qui avons pris les mesures, on pourrait se dire qu'on triche, vous voyez. Et puis on a fait vérifier ça par une deuxième secrétaire, et puis on a fait le report des données
des mesures dans un tableau des données. On a fait signer, etc. Vous connaissez ça très bien. Et Julie Léger, que je vous ai parlé, a fait le traitement statistique. Les résultats, elle a conclu à une excellente reproductibilité intra et inter-opérateur. Et là, j'étais très content parce que du DD simple, vous voyez, de terrain, finalement, ça marche, ça fonctionne. L'avantage de la méthode, c'est qu'elle est non iatrogène pour le patient, elle est complètement indolore, elle est simple. C'est-à-dire qu'elle entre déjà dans le champ de compétences du kiné et elle est peu coûteuse. Du coup, elle était complètement applicable dans le cadre de l'étude PHRIP. Et ces techniques seront l'objet en fait d'une publication, puisqu'on a reçu l'accord de l'ERERC cette année, puisqu'en 10 ans la réglementation a changé. L'étude préalable numéro 2, en fait, ça a été de se dire bon, maintenant on va prendre des sujets opérés et on va voir si c'est faisable. C'est une étude de faisabilité qui a été faite en 2012. Alors, l'objectif, c'était de montrer que la technique de mesure permet réellement d'évaluer des variations de volume après une chirurgie orthognatique. Sélection des sujets, c'est la sélection pour le PHRIP. Là, on a pris 20 patients opérés d'une chirurgie orthognatique, les mêmes critères d'inclusion, mêmes critères de non-inclusion. Et les critères de jugement, on a essayé de voir ce que donnaient au cours du temps les mesures M1, M2, M3, M4, M5, M6, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, comment s'est passée l'étude? À J-1, on a informé le patient. On lui a dit, voilà, le contexte, c'est pour une étude qui va se dérouler à partir de 2013. On a expliqué les détails, on va vous coller des sparadraps, etc. À J0, ils avaient l'intervention chirurgicale. À J+1, on a fait les premières mesures centimétriques dans la chambre du patient. Et à J+8, on a fait une autre prise de mesure lors de la consultation avec le chirurgien. Voilà la description des patients. Là, il se trouve qu'on avait plus de femmes que d'hommes. Voilà, une moyenne d'âge de 28 ans, une moyenne de poids de 66 kg, et puis 1m67, 68 de taille. Voilà, les fameuses boîtes à moustaches. Là, on voit en fait que chaque mesure diminue un petit peu. M1, M2, M3, M4, M5, M6. On pourrait se dire, c'est bien. Donc, pour rappel, dans la boîte à moustaches, donc là, c'est la médiane, premier quartile, troisième quartile, donc 50% finalement des données sont à l'intérieur de la boîte. Et puis, on a comparé les mesures entre J1 et J8. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez le petit p-value là qui est intéressant. Et en fait, on voit bien qu'il est inférieur à 0,05 pour toutes les mesures, sauf M2, pas de chance. Alors, les 6 mesures, elles diminuent déjà, ce qu'on a vu sur le schéma. OK, c'est significatif pour 5 mesures, ce que je viens de vous dire, et ce n'est pas significatif pour M2. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi, alors que, souvenez-vous, M1 et M2, en fait, ça part du canthus externe de l'oreille jusqu'au commissure labiale. On pourrait se dire c'est symétrique. Pourquoi il y en a une qui n'est pas significative, l'autre oui? Bon, les hypothèses que l'on a travaillé en équipe, c'est pour ça que c'est très important de se dire que c'est un travail d'équipe, c'est que ce sont des petites mesures, donc des faibles variations sur des petites mesures, voilà. Et puis, on a des diminutions de l'ordre de 1 à 2 mm pour M1 et M2, et peut-être que la taille de l'échantillon était peut-être insuffisante, qu'on manquait de puissance. Conclusion, on a pu valider les mesures centimétriques sur les patients opérés. On a bien démontré que les mesures diminuaient au cours du temps, et on s'est dit, comme pour M2, on n'est pas significatif, dans le PHRIP, on ne va pas les utiliser. On ne va utiliser que les mesures qui ont montré une efficacité significative dans cette étude préalable. Voilà globalement, en fait, ces 2 études qui ont dû être réalisées avant de démarrer le réel projet, le PHRIP, qui, lui, est un essai randomisé sur 120 patients. Donc,
60 patients qui ont eu du drainage, 60 patients qui n'ont pas eu de drainage, et l'idée était de comparer les deux groupes. Bien entendu, je ne vous dirai pas aujourd'hui, même si j'ai les résultats de l'étude, je ne vous dirai pas les résultats de l'étude puisque la publication n'est pas encore terminée. Et donc, j'en ai pas le droit. Néanmoins, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que pour faire une étude d'une ampleur, voilà, enfin, qui prend du temps et puis qui a été financée à une hauteur de 70 000 € à peu près en 2013, eh ben, il a fallu faire des études de faisabilité et des études de reproductibilité, elles qui coûtent rien, mais qui sont des petits projets de recherche qui permettent de mettre de l'eau au moulin pour faire quelque chose de plus conséquent par la suite. Voilà, je vais vous parler maintenant, en introduction, je vous disais, bah oui, ma vie de chercheur, c'est plutôt les aventures d'Axel qui fait de la recherche. Effectivement, ça a été possible grâce au soutien permanent de tous les professionnels que j'ai cités tout à l'heure. Et là, je mettrai particulièrement l'accent maintenant sur la direction des soins du CHRU de Tours, en fait, qui a monté une réelle cellule d'aide au montage des projets de recherche paramédicaux. Cette cellule a été créée en 2017 à la direction des soins, sous l'impulsion de M. Boileau, qui était coordonnateur des soins. Cette cellule est sous la responsabilité de Mme Champigny, qui est cadre de santé supérieure et qui siège à la Commission nationale des coordonnateurs paramédicaux de la recherche. Et cette cellule, elle assure le lien entre le CIC, Centre d'investigation clinique, la plateforme de recherche et la direction des soins pour accompagner les professionnels qui s'interrogent sur leur pratique. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une idée, il a un guichet unique maintenant pour dire, voilà, tiens, moi j'ai une idée, aidez-moi. Voilà. Et ça, c'est très, très important dans les institutions d'accompagner les futurs investigateurs. Dans ce contexte, la direction des soins a créé un COPIL PHRIP constitué de 11 membres. On se réunit 2 fois par mois. Et depuis 2017, on organise 2 journées annuelles intitulées de la pratique en soins à la recherche en soins, l'objectif étant de promouvoir l'accessibilité aux paramédicaux à la recherche, qui auparavant était majoritairement réservée aux médecins. Et puis, il faut bien dire que l'universitarisation des professions paramédicales va dans ce sens-là, puisque les paramédicaux doivent produire un mémoire de fin d'études qui est un mémoire de type recherche. Voilà, ces journées-là ont été ouvertes aux professionnels du CHU en 2017-2018, ouvertes au groupement hospitalier du territoire Val-de-Loire qui comporte 28 établissements en 2019. Et la session de 2020 qui était repoussée pour cause de Covid, vous vous en doutez, sera ouverte à tous les établissements de la région Centre-Val de Loire. Nous vous attendons nombreux. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et maintenant, place aux questions avec un joli téléphone des années 80. Je remercie Axel du coup pour cette belle présentation. N'hésitez pas, comme l'a dit Axel, à poser vos questions dans la partie chatée. En attendant que quelques questions se posent, en fait, je voulais te remercier parce que c'est la première fois, enfin, je pense que tu l'as bien souligné, qu'on aborde en fait cette question des pré-études. Souvent, on a une idée, un projet, une grosse étude, et c'est très souvent qu'il faut en fait commencer par démontrer en fait que l'outil de mesure sera fiable et utilisable. Et c'est très, très important. On a souvent on nous dit, bah, c'est une petite étude, ça me retarde, c'est pas grand-chose. On a l'impression, en fait, d'être retardé plus qu'autre chose. Et je trouve que tu as bien montré, en fait, l'importance de ces préétudes parce que même pour ton étude finale, en fait, ça t'a permis un petit peu d'ajuster, en fait, comment faire. Et je voulais souligner un petit peu ce travail-là, qui est un travail qu'on a vu, en fait, par ta présentation, qui est très intéressant et qui n'est pas un petit travail en plus à faire rapidement, en fait, qui est vraiment un vrai atout pour le PHRIP. Et
Laurent qui est derrière moi, qui est coordinateur de la recherche paramédicale sur le CHU d'Angers, qui participe aux commissions du PHAIP, nous dira bien que ça renforce en fait la qualité du dossier et ça augmente vos chances. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous dire, Axel, mais ça augmente un petit peu vos chances pour pouvoir obtenir un financement de PHAIP sur une grosse étude, le fait d'avoir une étude pilote ou une pré-étude avant. Alors, je vais répondre tout de suite puisque le premier dépôt, en fait, c'était il y a exactement 10 ans. Et donc, on a rédigé le protocole avec les acteurs dont je vous ai parlé. Et en fait, on a été retoqué la première année. Et une des questions en fait qui était posée par le reviewer, c'était de dire il faudrait faire une étude pilote. Voilà. Et là, je suis effectivement, on peut pas se lancer, demander de l'argent si on n'a pas déjà montré qu'on avait déjà fait un peu les choses à un échelon plus modeste. Et le deuxième point qui est fondamental, que j'ai compris il y a seulement 2 ans, lors des 2 journées qui sont organisées, pour lesquels vous êtes co-organisateur, organisateur complètement, vous me le direz, sur la lecture d'un article scientifique. Et là, j'ai compris que ces 2 préétudes, heureusement que je ne les avais pas publiées dans des revues non indexées, parce que la qualité du rapport final de l'étude liée au PHRIP est directement dépendante de la qualité des outils de mesure utilisés, et le fait de pouvoir publier ces 2 études dans des revues indexées avec un impact factor le plus élevé possible, si on peut dire ça, en fait, c'est un gage de sécurité pour les reviewers, ensuite de se dire, au niveau méthodo, ça tient la route. Voilà. Ouais, moi, je pense que tu as tout dit, Axel. Il y a 2 choses hyper importantes là, pour revenir à l'analyse des pratiques comme tu l'as fait. Il est vrai qu'il y a dans plein de contextes cliniques, on n'a pas les bonnes échelles, les bons outils. Et c'est-à-dire que l'étape préalable, sans vouloir forcément faire une préétude, c'est de créer des outils d'évaluation qui sont adaptés à notre pratique et les valider. Et moi, ça m'est arrivé avec la première étude où j'ai voulu créer une échelle de confort. Il faut se dire que c'est impossible après de publier les résultats si préalablement vous n'avez pas testé la qualité, la robustesse de votre échelle et que ça, vous ne l'avez pas publié, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et là, effectivement, je suis d'accord avec Émilie. Là, ta présentation en ce sens, elle est extrêmement intéressante et pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut créer des outils et on se disait que cette démarche-là, elle n'allait pas être si simple que ça à publier parce que c'est beaucoup de descriptions assez fines de comment tu t'y es prise, qui sont à la fois des descriptions cliniques et puis statistiques. Mais c'est hyper intéressant de faire au préalable. Mais sinon, c'est évident que le papier ne passera pas. Et puis, malgré tout, ça veut dire que ça donne de la visibilité, de la crédibilité à la démarche. Et puis, effectivement, maintenant, le jury du PHRIP, depuis les premières années que tu as bien connues, Axel, maintenant, tout essai interventionnel ne peut se faire sans qu'il y ait des gages de faisabilité pour le soignant et de sécurité pour les patients. Donc ça, c'est quasiment sur soi. La littérature antérieure nous permet de dire que, effectivement, la technique est sûre et faisable. Sinon, effectivement, il y a cette étape de préétude, alors qui ne sont pas toujours aussi rigoureusement montées que la tienne, mais ça reste une approche extrêmement importante. Donc voilà, si on en conclut bien, tu as au moins 2 papiers à passer là. Le papier avec les préétudes, sujet sain et patient, voilà. Voilà. Super, ça c'est donc on est vraiment dans le thème ma vie de chercheur. C'est ça. Mais voilà, ça dure longtemps, hein, mais c'est vraiment passionnant. Et ce qui est passionnant au niveau paramédical, hein, puisque ça a démarré en 2009, hein, les histoires de PHRI, c'est de voir que finalement tout ça prend de l'ampleur et en parallèle, les études des professions paramédicales en rentrant à l'université vont amener les étudiants à s'interroger et à trouver des thématiques de recherche, en fait,
qui peuvent être, qui peuvent être de valider des outils ou de faire une préétude de quelque chose qui est prévu après. Donc c'est vrai qu'on pourra mettre à contribution et pour des bonnes causes les étudiants de différentes filières pour participer de manière complètement directe à la réalisation d'un sujet un peu plus conséquent. Ouais, c'est des super approches d'evidence based practice. Et pour vous, je pense que les kinés, vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Nous, je pense que le monde infirmier est en route, mais on a un peu moins cette culture-là. Mais en tout cas, ce qui est aussi très intéressant dans ta présentation, c'est de dire que toute pratique sur les patients doit avoir au moins un fondement qui doit dépasser le cadre de l'expertise. Il faut arriver à prouver que ce qu'on fait, les stratégies qu'on pense les plus judicieuses sont effectivement scientifiquement valides. Donc ça, c'est toute une culture que tu contribues à mettre en place et c'est aussi tout l'objectif du réseau, tout ça. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions qui arrivent? J'ai aucune question là pour l'instant. Les étudiants d'Orléans dorment? J'ai quelqu'un qui lève la main, mais il vous faut taper votre question, en fait, l'écrire parce que je ne peux pas vous donner la parole. Je n'ai pas de question. Moi, j'en aurais une question peut-être. Est-ce que tu as d'autres projets là aujourd'hui voilà, d'autres projets de recherche que tu vas mettre en place, peut-être des projets multicentriques? Je ne sais pas dans les personnes qui nous écoutent s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour monter des projets en tant que co-investigateur ou voilà, est-ce qu'il y a des idées, des projets Alors, des tiens, là, je ne sais pas si comment dire, il y a Diraï Barguen, Annabelle Couillandre, l'équipe de l'école universitaire de kiné d'Orléans et là, je les salue parce qu'ils ont eu une très bonne initiative l'an dernier, c'est de faire un mercato des projets de recherche, c'est-à-dire qu'ils ont sollicité les professionnels de terrain qui avaient des idées, les soumettre aux étudiants qui rentrent en M1 et leur dire, voilà, nous on se pose une question, on cherche des étudiants pour répondre à nos questions et sur le CHU de Tours, les équipes dont j'ai la responsabilité avec ma collègue, Madame Jérémia, on a proposé l'an dernier 20 thématiques, 20 projets de recherche. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire parce que du coup, des étudiants se sont positionnés sur ces thématiques. Et là, le mercato a eu lieu la semaine dernière. Alors là, on a revu à la baisse ce que l'on proposait, parce que en ce moment, dans les services, l'heure est plus à l'action qu'à la réflexion, hein, autant être très clair. On a revu à la baisse ce que l'on a proposé, mais néanmoins, ce type de démarche permet tout à chacun de proposer une idée. Donc moi personnellement, j'ai pas eu d'idée, ou en tout cas j'ai accompagné des collègues kinés ou ergo à formuler leur idée. Mais beaucoup de professionnels, au moins une vingtaine, vous voyez, puisque ce sont des sujets que tous n'ont pas été traités, voilà, au moins une vingtaine sur une équipe de 40 professionnels se posent des questions et ont envie d'y répondre. Voilà. Donc c'est extrêmement positif pour l'avenir, ça. Oui, effectivement, ça fait plaisir de voir qu'il y a une dynamique et j'en doute pas. Et c'est super en fait d'avoir ce dispositif qui permet en fait de mettre en lumière un petit peu ces questions et de les transformer en projet de recherche. Parce qu'entre avoir une question et pouvoir aller l'inscrire, du coup, c'est chouette. Et du coup, voilà. Enfin, en tout cas, le réseau est là, que ce soit pour vos projets, mais le cœur du réseau, en fait, c'est vraiment d'accompagner en fait les projets vers une dimension multicentrique. Donc, si vous êtes
chercheur dans un établissement et que vous n'avez pas votre projet, mais que vous voulez participer, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis de même, en fait, bon, on travaillera ensemble pour pouvoir ouvrir certains projets vers le multicentrique. J'ai plusieurs questions là pendant qu'on discutait qui sont plusieurs personnes qui posent des questions. Du coup, Raquel Azevedo, j'espère ne pas écorcher votre nom. Bonjour. Eh oui, de plaisir. Donc, je te transmets son message. Bonjour, Oui. Merci pour cette excellente présentation très instructive. J'ai une question. Tous les kinés suivaient le même protocole de drainage lymphatique manuel. Lequel? Si oui, lequel? Très bonne question. Super. Je suis pas étonné que tu poses ce genre de questions. Alors, on est parti, en fait, de la pratique courante. C'est-à-dire que cette étude de PHRIP est une étude multicentrique. On est parti de la pratique courante de professionnels qui avaient l'habitude de faire depuis longtemps le drainage lymphatique manuel. Tout le monde, pas tout le monde, mais tout le monde a été formé à un moment donné. Et en fait, moi j'ai interrogé notamment Isabelle Breton de Montpellier, qui a une forte expertise dans ce domaine-là, sur la manière dont elle avait de procéder pour le drainage lymphatique, qui était inspirée en fait d'une technique d'un auteur très connu. Et j'ai écrit un protocole minuté sur 25 minutes en disant, voilà, pendant la première minute, on fait ça, de la minute 2 à 4, on fait ça, à tel endroit, et tout le monde avait le protocole, le même protocole, que l'on a validé avec Isabelle Breton en tant qu'opérateur, comment dire, expérimenté, vous voyez, en toute modestie, mais Isabelle, elle en a fait 20 ans, moi j'en avais fait 10 ans avant, bon voilà, on avait fait quand même un peu de séances de drainage lymphatique, mais on a écrit le protocole, et ce protocole sera bien entendu dans l'article, puisque tous les kinés qui ont participé à l'étude ont appliqué strictement la même technique. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui. Je vais laisser le temps de répondre, mais il y a une deuxième question en fait qui va dans ce sens-là, du coup de Monsieur Azevedo aussi. La fréquence du drainage était quotidienne de J1 à J8. Est-ce bien cela? Très bien, très très bien. En fait, il aurait aimé que je présente vraiment le PHRIP. Alors, non, mais c'est très très bien. Donc là, c'est pareil. On est parti, et moi je vous encourage, si vous avez des sujets qui vous tracassent, à partir de la pratique courante. C'est-à-dire que si vous imaginez un projet et que vous déviez tout de suite de ce que vous faites habituellement quotidiennement, vous n'allez pas répondre à la vraie question. Donc en fait, nous, on s'est interrogé, je me suis dit, bon, en vrai, c'est quoi la fréquence? Alors, on pourrait se dire, ça serait, en fait, j'aurais pu me dire, ben, en fait, je les vois tous les jours. Et bien, c'est vrai, en fait, je les voyais tous les jours, mais pas pendant je les voyais pendant 3 semaines, globalement. Mais pas tous les jours pendant 3 semaines, pour plusieurs raisons. Parce que les patients viennent de loin, parce que l'œdème diminue, et finalement, on a tranché en se disant, eh ben, on va faire tous les jours pendant les 7 premières séances, et après, on va espacer à 1 jour sur 2, pas le week-end. Voilà. Donc, on est parti de notre pratique courante pour valider notre pratique courante. Vous voyez, c'est important, on n'est pas parti d'un truc qu'on imaginerait, non, on est parti de ce qu'on fait. Et je pense que c'est très important dans la recherche clinique de partir de ce qu'on fait pour évaluer nos pratiques. Je suis assez d'accord parce qu'en plus, en question faisabilité, souvent, le fait de partir de quelque chose qui est déjà pratiqué, c'est parce que c'est faisable. Des fois, le biais voudrait on veut faire mieux, donc on apporte quelque chose de nouveau, mais derrière, en fait, il va y avoir un problème, mais purement, souvent matériel, en fait. Simplement, on ne peut pas venir, on ne peut pas mobiliser un kiné sur le week-end. Donc, même si on a mis une super étude en place, dans la pratique, on ne peut plus l'appliquer. Donc, en fait, finalement, ça sert à rien. Donc, merci pour cette remarque.
Donc, Monsieur Azevedo te remercie pour la réponse. Il dit très bien, merci. J'ai une autre À bientôt. question. J'ai une autre question de Clarisse Robin qui me dit, vous avez parlé de méthodologiste. Quel est son rôle et à quel moment intervient-il dans l'étude? Ah là là. Bonjour Clarisse. Clarisse, la force d'un CHU, c'est d'avoir des professionnels de type méthodologiste. Moi, je suis kiné. La méthode de recherche, alors peut-être que les kinés qui sortent actuellement, enfin c'est même sûr, hein, sont plus aguerris à tout ça. En tout cas, moi, il y a 10 ans, j'y connaissais rien. L'avantage de travailler dans une structure institutionnelle de cette taille, en fait, c'est qu'il y a des professionnels dont c'est le métier. Et la méthodologiste, elle a travaillé, ben, ça fait 10 ans, jour pour jour, à peu près, qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que je me souviens très bien de cette journée. Elle venait d'être recrutée au CHU. Et puis, donc moi, je suis arrivé avec mon idée, comme je vous parle là, hein, tiens, j'ai envie de mesurer l'œdème, etc. Et elle a pris des notes, etc. Et après, elle m'a posé des questions. Et donc, son travail, déjà, ça a été de voir si on pouvait faire quelque chose avec cette idée-là. Après, on a rédigé le protocole. Moi, j'ai rédigé quelque chose, mais la partie comment on va traiter les données et comment on va analyser les résultats, moi, je ne suis pas du tout compétent pour pouvoir dire bah, c'est tel test qu'on va mettre en place, tel test, il faut telle taille d'échantillon, etc. Aucune compétence dans ce domaine-là. La méthodologiste, oui, c'est son métier. Après, donc, pour les 2 premières études, elle a fait exactement le même travail qu'elle a fait pour le PHRIP, c'est-à-dire on lui a amené des données, elle les a enregistrées dans un logiciel, elle a traité les données et elle a donné en fait les conclusions. Elle a donné les résultats. L'analyse des résultats, on les a discutés. Et là, c'est intéressant parce qu'on a le point de vue du méthodo ou du biostat à ce moment-là, puisqu'ils prennent plusieurs casquettes, et le point de vue du clinicien. Et enfin, comment dire, elle a eu un rôle supplémentaire, cette méthodologiste, en fait, puisqu'elle a fait ce que l'on appelle le data management. Souvent, maintenant, ce sont 2 personnes distinctes. C'est la saisie des données dans une espèce de un gros disque dur énorme. Et puis, après, le biostatisticien traite les données. Voilà. Et là, la méthodologiste en question a réalisé finalement ces 2 missions qui sont maintenant souvent voilà, partagées entre 2 personnes. Donc, une aide précieuse depuis 10 ans, jusqu'à la présentation institutionnelle des résultats du PHRIP, à laquelle j'ai souhaité qu'elle participe et qu'elle anime, en fait, qu'elle parle des chiffres pour pouvoir éventuellement répondre à des questions concernant les chiffres. Et c'est son métier, elle en parle très bien et en plus, elle divulgue très facilement quelque chose de... C'est compliqué quand même. Hein. Moi, j'ai vraiment, là, en discutant depuis tout ce temps avec elle, enfin, c'est un sacré boulot quand même. Vous voyez, il ne faudrait pas se dire qu'on devient méthodo en 2 week-ends. Non, c'est vraiment un vrai truc. Et donc, elle va être présente avec moi jusqu'à la publication des résultats, parce que je souhaite l'associer directement et dans les premiers auteurs à la publication, puisque sans ce support, pas de recherche clinique. Voilà, merci Julie. C'est Clarisse. Du coup, voilà, oui, je suis assez d'accord. Enfin, n'hésitez pas à voilà, impliquer des méthodologistes assez tôt dans le projet parce que c'est vraiment essentiel. Je rejoins ton avis. Une autre question de Patrick Riocreux. Ah, bonjour Patrick. Ça fait plaisir de te voir ou de t'entendre.
Donc, il dit bonjour Axel, 2010-2020, 10 ans pour mener à bien cette étude. Quelle date exacte pour les résultats de ton étude? Est-ce que le drainage manuel est efficace? Bien, Patrick, là je te reconnais. Tu vois, tu es comme d'habitude, en fait, tu as envie d'avoir la réponse à la question. Et en fait, cette réponse, je ne vais pas te la donner. Et même si on se voit en dehors du webinaire, eh ben, je ne te le dirai pas, je n'ai pas le droit de la donner. Donc, en fait, il faut être super vigilant parce que le jour où ça va être publié, ben, vous serez informé avec Émilie, le GIRSI, le CHU, vous inquiétez pas, on va faire de la communication là-dessus. Mais pour le moment, moi, j'ai les réponses, mais non, je ne peux pas les dire. Voilà. Mais tu le comprendras certainement. Et même sous la torture, je ne parlerai pas. Voilà. Bien évidemment, oui, on partagera les données. Il te répond, et bien pourtant, des patients attendent. Donc, vite écrit. Qu'est-ce qu'il dit, Patrick? Et pourtant, bien des patients attendent. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est très bien, en fait, c'est très bien comme remarque. Pourtant, des patients attendent. Quels que soient les résultats qui seront publiés, il faut, et ça c'est hyper important, ouais, merci Patrick, tiens, voilà. Quels que soient les résultats, il faut recontextualiser toujours ce que l'on a fait et se dire, ce n'est qu'une étude sur 120 patients avec une technique et pas une autre, puisque je vous l'ai dit, elle a été codifiée, etc. Peut-être que finalement, on ferait aussi bien en 2 fois moins de temps, parce qu'on est tous aussi pressés. Hein. Peut-être que l'on ferait beaucoup moins bien avec 2 fois plus de temps, et peut-être que cette étude-là, dans 2 ans, il y a quelqu'un qui va se dire, eh ben, je vais la continuer pour l'approfondir et voir ce qu'il y a encore de mieux à faire pour les patients. Voilà. Ça me permet de répondre sans donner les résultats de l'étude, mais pour vous dire qu'il faut toujours se dire, ouais, on a fait ça en 2012, et puis la question, ben, il va peut-être falloir se la reposer en 2022, mais d'une autre manière. Voilà. La recherche est toujours un continuum. On peut toujours aller plus loin. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Effectivement, là, il y a eu 10 ans, mais voilà, ça ne s'arrête, cette histoire-là. Et là, moi, je l'ai vu en refaisant la biblio cette année pour mon article. Autant il y a 10 ans, dans la présentation, je vous disais, il n'y avait aucun article. Donc, une biblio, une revue assez, comment dire, systématique. Hein. Et là, j'ai trouvé une quinzaine d'articles sérieux, des ECR, des essais contrôlés randomisés, sur la question. Donc, ça me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils n'ont pas inclus autant de patients que nous. Donc, vous voyez, voilà. Donc, même si on est plusieurs à poser la même question, c'est jamais le même projet de recherche. Exactement. Donc, Monsieur Riocreux te remercie. Une remarque de, du coup, Madame Raquel Azevedo, je suis désolée. J'en suis sûre que la technique de DLM sera efficace. Bravo pour cette initiative. Et il y avait une autre remarque par rapport à ta réponse de Clarisse Robin du coup, Clarisse Robin qui posait la question sur la méthodologiste tout à l'heure, qui te remercie parce que du coup, elle fait un mémoire de recherche. Alors, je crois qu'elle est en IPA, étudiante IPA. Oui. Donc, elle te remercie parce qu'elle se sent incapable d'interpréter les données que j'envisage de récolter dans le cadre de mon mémoire de recherche. Je vais le soumettre à mon directeur de mémoire. Du coup, je pense que ta remarque l'a bien aidé à avancer. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. En fait, chacun son job. Le méthodologiste ne fera pas de la kiné et le kiné ne fera pas de la méthodo ou des biostats. Chacun son job. Et si vous respectez ça, il n'y aura aucun problème. Donc, il faut aller chercher les personnes ressources compétentes et ne pas s'auto-proclamer compétent dans un domaine pour lequel on ne l'est pas du tout. Je trouve que ça conclut bien
on va couper ce café lecture du coup, qui du coup a pris un petit peu plus de temps. Bon, c'était sympa en fait de pouvoir échanger. Mais je trouve que voilà, cette dernière remarque conclut bien les choses. En fait, tu commençais en disant ne pas rester seul, la recherche c'est être accompagné, c'est ensemble qu'on fait de la recherche. Et cette dernière remarque, en fait, ferme la page, puisque effectivement, on s'est rendu compte que c'est en sollicitant les personnes ressources qu'on y arrive. Et c'est aussi le but là, de ces cafés lecture, c'est de ne pas hésiter aussi à aller interroger. Peut-être, voilà, vous pouvez, si vous avez d'autres questions qui viennent plus tard, m'envoyer un mail ou envoyer directement un mail à Axel Di Vittorio qui va pouvoir… voilà, vous pouvez échanger entre vous et le réseau, c'est aussi ça, c'est aussi de l'échange, de l'expertise, des conseils et c'est comme ça que la recherche paramédicale progresse et qu'on s'entraide de tous. Un grand merci à l'équipe d'Angers. Un grand merci à tous ceux qui étaient derrière leurs écrans et qui ont pris du temps pour écouter ce qu'on se disait aujourd'hui. Voilà, et vraiment, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique-là. Voilà. C'est nous qui te remercions, Axel. Il y a tout un flot de merci qui arrive. Du coup, Patrick Rio-Creux, pardon, je ne vais pas y arriver. Clarisse Robin, Pascal Rivière, qui te remercie encore. Une présentation très enrichissante. Et le CH de Chartres-Pasteur également, qui te remercie. Génial, super, bonjour. Merci à tous, Jérôme d'Auvergne, ça continue. Du coup, tous les présents, je t'enverrai la liste, te remercie. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. Et la vidéo, donc, je le disais, sera enregistrée et mise sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à diffuser, à encourager à partager cette belle information et cette belle échange que nous a permis que nous a donné Axel. À très bientôt. À bientôt.